de RFI, 6h30 à Abidjan et en temps universel. Il est 8h30 à Paris. Alexis Guilleux. Bonjour à tous. À la une de l'actualité africaine, le fossé se creuse encore en Côte d'Ivoire entre les ex-alliés de la majorité. À l'approche des élections locales de samedi, le PDCI d'Henri Konan Bédié dénonce un harcèlement judiciaire et un complot orchestré par le pouvoir. La prise de fonction du nouveau président de la Cour constitutionnelle de Guinée, hier à Conakry, Lamine Bangoura, contestée par l'opposition et la société civile. Lui devient président de l'Assemblée nationale en Mauritanie. Cheikh Ould Bahia a été élu hier, résultat de la victoire du parti au pouvoir, l'UPR, lors des législatives du mois dernier. Au sommaire également la marche vers les élections au Nigeria après les primaires dans les deux principaux partis du pays ce week-end. De chaque formation précise son programme. Et puis le Sénégal organisera les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Ce sera la première manifestation olympique organisée sur le continent. À 4 jours des élections locales en Côte d'Ivoire, le ton monte donc encore un peu plus entre les ex-alliés de la majorité. Hier, le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié a tenu un bureau politique extraordinaire à Daokro pour dénoncer un harcèlement judiciaire et un complot pour faire disparaître le parti historique qui vise tout particulièrement le président Ouattara et ses alliés. À Abidjan, Frédéric Gara. Alors que la plupart de ses militants sont sur le terrain pour battre campagne, Henri Konan Bédié, lui, invective son ex-allié, le camp d'Alassane Ouattara, réuni au sein du RHDP. Pour le Sphinx de Daokro, son parti, le PDCI, fait l'objet en ce moment de harcèlement judiciaire orchestré par certains de ses propres membres, instrumentalisés par le pouvoir d'Abidjan. Le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou-Gikawe, surenchérit en dénonçant les tentatives d'intimidation durant la campagne contre ses militants à Guiglo ou à Port-Boué par exemple. Ce qui est qualifié de complot n'a qu'un seul but, affirme Bédié, vouloir faire disparaître le parti historique de Félix Houphouët-Boigny au profit du RHDP voulu par le président Ouattara et ses alliés. Un projet inacceptable pour ceux qui ont fait désormais scission et qui comptent bien affronter sur le terrain et dans les urnes les alliés d'hier. Du résultat du scrutin de samedi prochain, favorable ou défavorable, on tirera les conclusions qui s'imposent lors d'un congrès extraordinaire du PDCI dont la date a été arrêtée au lundi 15 octobre. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Une prise de fonction sous tension en Guinée. La polémique ne faiblit pas après la nomination de Lamine Bangoura à la tête de la Cour constitutionnelle. Le magistrat remplace Khalifa Sall à la tête de la plus haute cour du pays. L'ancien président était en froid avec le chef de l'État, Alpha Condé. Prise de fonction donc hier, contestée par l'opposition et la société civile. À Conakry, Mokhtar Ba. C'est en présence du médiateur de la République, du président de la Cour des comptes et du conseiller à la présidence chargé de relations avec les institutions que le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris fonction. À cette occasion, Lamine Bangoura a dit, je cite, « La Cour constitutionnelle que j'ai le privilège de présider entend assumer sa mission de gardien de la Constitution avec dignité et responsabilité. » Fin de citation. L'occasion était aussi unique pour le conseiller du chef de l'État pour défendre le décret confirmant l'élection du nouveau président, très critiqué par les juristes, la classe politique et la société civile. Mohamed Lamine Fofana. Les critiques tournaient autour du décret. On a dit que le président a entériné. Non, il n'a pas entériné. Dès lors où l'huissier a constaté l'élection, il était président. Voilà. Le coordinateur local de la rencontre africaine des droits de l'homme, la RADO, lui voit une manipulation et une caporalisation des institutions de la République à des fins inavouées. Moussa Samoura. La crise de la Cour n'est pas anodine, c'est lié déjà aux hommes qui animent la Cour. C'est pas fini parce qu'ils n'ont fait que déplacer le problème. J'ai dit si cette forfaiture est consommée, comme on le vient de le voir, nous sommes là, on ne peut que dénoncer. Quand vous regardez les paralysies de ces institutions, c'est lié à une forte implication de l'exécutif dans toutes les institutions. Il faut signaler que cette cérémonie s'est déroulée en l'absence des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités en Guinée. Mokhtar Ba, Conakry, RFI. Lui aussi vient de prendre son poste. Cheikh Ould Bahia a été élu hier président de l'Assemblée nationale en Mauritanie. Élection à l'occasion de la rentrée parlementaire après les législatives du mois dernier. Cheikh Ould Bahia est issu de l'UPR au pouvoir. Parti victorieux au mois de septembre. Il devance largement le candidat du parti islamiste Tewassoul. Salem Mejbour Salem. C'est sous des applaudissements que les députés de la majorité ont salué la victoire du nouveau président de l'Assemblée nationale. Victoire annoncée par le doyen d'âge et président des séances. Cheikh Ould Bahia s'est ensuite exprimé en ces termes. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée en me portant à la tête de notre auguste institution.
espérant que l'on puisse tous coopérer pour relever ses performances en tant qu'institution fondamentale dans la vie de toute nation démocratique. D'autant plus qu'elle est devenue, au terme des derniers amendements constitutionnels, celle qui s'occupe exclusivement de l'action parlementaire. Cette session parlementaire aurait dû s'ouvrir selon la Constitution le 1er octobre dernier. Ce retard est une violation de la loi, selon Kadiata Malik Diallo, député de l'Union des forces de progrès, parti d'opposition. Il faut que le 1er octobre, que la session parlementaire s'ouvre. Or, ouvrir la session, c'est poser l'acte d'ouverture comme ce qui a été fait aujourd'hui. On a bloqué l'institution pendant une semaine pour attendre que quelqu'un, qu'un député, soit là pour être président de l'Assemblée. C'est ça qui est regrettable pour la Mauritanie. Cheikh Oulbaya, qui vient d'être désigné comme nouveau président de l'Assemblée nationale, était absent car il se faisait soigner en France suite à un accident de la circulation. Salam Boursalem, Nouakchott, RFI. Le Nigeria en marche vers les élections. Les deux principaux partis du pays ont choisi ce week-end les candidats qui porteront leur couleur. Le duel qui s'annonce en février prochain opposera le président sortant, Muhammadu Buhari, candidat de l'APC. Le PDP, le principal parti de l'opposition, sera représenté par l'ancien vice-président Atiku Abubakar pour cette présidentielle. Après les primaires, chaque parti s'organise et clarifie son programme, Binta Diagne. Muhammadu Buhari, le président sortant, met l'accent sur la lutte contre la corruption. C'était déjà le thème de sa campagne en 2015, une arme à double tranchant puisque l'opposition affirme régulièrement être victime d'une chasse aux sorcières. Faux, rétorque Festus Keyamo, l'un des porte-parole de campagne de Muhammadu Buhari. Pendant 16 ans, il n'y a pas eu une seule condamnation suite à un procès équitable. Ces procédures prennent du temps. Il faut compter au moins 3 ans entre l'ouverture d'une enquête et la tenue d'un procès. Nous avons réalisé de gros progrès par rapport aux équipes précédentes. Citons par exemple l'ancien gouverneur de l'État de Taraba, reconnu coupable de fraude, ou encore la condamnation pour corruption de l'ancien gouverneur de l'État du Plateau. Ancien vice-président Atiku Abubakar a de son côté une priorité, introduire la discipline dans le secteur privé et relancer l'économie, comme l'explique Shegun Showinmi, son porte-parole de campagne. Notre priorité, c'est la création d'emplois. Ensuite, nous voulons ouvrir l'économie afin que les entreprises du secteur privé puissent jouer un rôle crucial au Nigeria. Nous possédons la main-d'œuvre, le marché est vaste, tous les ingrédients sont réunis pour qu'un entrepreneur qui a le sens des affaires puisse faire marcher sa société. Nous voulons créer un environnement propice à l'investissement du secteur privé. Atiku Abubakar est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier, le pétrole et l'import-export, à ses détracteurs qui remettent régulièrement en question l'origine licite de son patrimoine. L'ancien vice-président rappelle qu'il est l'un des initiateurs de l'IFCC, la commission chargée d'enquêter sur les crimes économiques. Binta Diagne. Au Cameroun, Maurice Kamto revendique sa victoire à la présidentielle de dimanche. Déclaration de l'opposant sans chiffres à l'appui. Dimanche, plus de 6,5 millions de Camerounais étaient appelés aux urnes pour cette élection présidentielle. 7 opposants face au président Paul Biya qui brigue un 7e mandat à 85 ans. Pour le moment, aucun chiffre n'est disponible, pas même celui de la participation. Le Conseil constitutionnel a 15 jours pour rendre public les résultats. En République démocratique du Congo, le bilan de la collision de Mbou a revu à la hausse. 53 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne. Un camion qui a percuté samedi matin un autre poids lourd près de la ville de Kisantu. 72 personnes sont toujours hospitalisées. Et puis une dizaine de Congolais ont été tués ce week-end dans le nord de l'Angola. La police a lancé une opération contre des trafiquants de diamants. Depuis le début du mois, des milliers de Congolais ont été refoulés de la province du Lunda Norte, frontalière avec les Kasaï en République démocratique du Congo. La ministre française des Armées a débuté hier une visite au Tchad, déplacement sécuritaire pour Florence Parly, auteure de la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Elle doit rencontrer le président Idriss Déby pour aborder la question de la montée en puissance du G5 Sahel. La force multinationale regroupe le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. 3 opérations de la force sont programmées dans les prochaines semaines, assure Florence Parly. 2 accords signés ce week-end par 2 groupes d'hydrocarbures, le français Total et l'algérien Sonatrach. Un texte pour la création d'une entreprise pétrochimique
à Arzou, près d'Oran, et un compromis pour l'exploitation d'un champ gazier dans le Sahara algérien. Francine Quentin. Les réserves du champ gazier d'Erguissouane sont estimées à plus de 100 millions de barils équivalent pétrole. L'accord de partenariat réserve 51% à la Sonatrach et 49% à Total pour un investissement d'environ 400 millions de dollars. La production devrait débuter fin 2021 et le gaz acheminé via un gazoduc de 22 km. Par ailleurs, les deux groupes vont créer une co-entreprise pétrochimique à Arzeu. Elle produira 550 000 tonnes de plastique par an. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la politique algérienne de développement accru de son secteur énergétique en attirant les investissements des groupes étrangers. C'est tout l'objectif de la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures qui devrait voir le jour début 2019. Elle devra s'adapter à la concurrence entre pays producteurs en ce qui concerne le partage de la production entre nationaux et étrangers. Mais en tout état de cause, la règle actuelle qui assure une majorité de 51% dans tout projet à la Sonatrach sera maintenue dans la future législation. Le Sénégal sera le premier pays à organiser une manifestation olympique en Afrique. Pour cela, rendez-vous en 2022. Les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront dans le pays. Compétition réservée aux athlètes de 14 à 18 ans. Annonce faite hier par le Comité international olympique. 3 sites devraient abriter cette compétition dans 4 ans. Et puis un voyage pour terminer ce journal. On reste au Sénégal, direction Cambérène. Cette commune a plus de 100 ans. Elle est située au nord de Dakar, collée à l'océan. C'est le fief de la confrérie des Layènes. Passé les portes de la ville, les règles religieuses se mélangent aux lois du pays. Reportage Guillaume Thibault. Tout le monde s'appelle Laye. À Cambérène, que l'on soit vieux, jeune, femme, homme, du Sénégal ou d'ailleurs, tout le monde porte le même nom. Une cité religieuse, mais ouverte, libre, estime Malik. J'aime Cambérène. L'islam, comme vous venez de l'attendre ici, il y a la paix, surtout ça. Ce calme de Cambérène attire, explique Abdou, vendeur de bétail. Des fois, vous voyez des parents qui viennent acheter une maison ici parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas d'alcool. Il est interdit de fumer dans les rues de Cambérène, mais l'islam pratiqué par les Layènes est tolérant, raconte Hassan. C'est pas l'islam radical ici. Tu vois, il y a la tolérance. C'est vivre ensemble. Tolérant et connecté. La musique est normalement interdite, mais aujourd'hui, les sonneries de téléphone sont tolérées. Oui, ça, on a accepté. On a accepté les sonneries musicales sur les téléphones, on a accepté. Et puis, les plus jeunes comme Aïssatou, 12 ans, savent aussi se débrouiller quand elles veulent notamment danser. Si on a des anniversaires ou des soirées, on va dans un endroit libre, mais pas dans les rues. Cambérène vit donc avec son temps, et il n'est plus rare d'entendre, une fois la prière terminée, un titre de rap sénégalais. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Un reportage à retrouver comme toute l'actualité africaine sur afrique.rfi.fr.